Justine Perry. Justine, ça fait trop plaisir de t'avoir ici. Merci d'être venue. Merci pour l'invitation. Je suis super contente d'être ici aussi. Avec grand plaisir. Tu veux nous parler un peu de toi? Ouais, pourquoi pas. C'est un peu pour ça que t'es là. Je m'appelle Justine, Justine Perry. Je suis à Berlin depuis 2018 et j'ai commencé la musique en 2017 en tant que DJ du coup. Premier gig fin 2017 et j'ai bougé à Berlin en mars 2018 du coup pour essayer de mener à bien mes projets musicaux, essayer de mixer dans les clubs ici et voilà. Super. Principalement développer aussi mon réseau. Ça a bien fonctionné, il me semble. Ça a plutôt bien fonctionné, ouais, et ça a été assez vite au final, parce que en 2022, il y a eu 2 ans de Corona, un petit peu plus de 2 ans. Donc ouais, ça a quand même bien fonctionné. J'ai commencé par à mixer dans des clubs à Berlin, juste en envoyant des mails, parfois juste sur Facebook, sur Messenger, en espérant trop rien en retour. Et puis j'ai eu des réponses de certains clubs, certains promoteurs qui me répondaient à mes mails et sur Messenger. Ils m'ont donné ma chance pour venir mixer dans leur club. Et puis voilà, petit à petit, un booking amène un autre booking. Et... Tu viens de nous parler de ton arrivée à Berlin qui était quand même relativement proche de maintenant, en 2018. Il y a tout qui s'est passé très rapidement, avec notamment quelques grosses dates entre le Trésor et le Berghain dernièrement. Ça a été assez ouf. Raconte-nous, quels sont les détails de cette aventure? Je suis arrivée à Berlin, j'ai vécu une idée en tête, c'est de contacter absolument tout le monde pour mixer le plus possible. Donc j'ai envoyé beaucoup de mails, j'ai envoyé beaucoup de messages sur Messenger, j'ai envoyé mes podcasts, mes press kits que je faisais aussi moi-même à l'époque. Du coup, j'ai eu pas énormément de retours parce que tu sais très bien que c'est comme quand tu... C'est un monde de requins. Voilà, enfin, ouais. T'en envoies peut-être, je sais pas, 100, et si t'as 4 personnes qui te répondent, et ben c'est déjà bien. Et les premières dates que j'ai eues à Berlin, c'était à l'Urban Spree. Et c'était quelque chose parce que voilà, t'arrives à Berlin, quelques mois après, tu mixes à Urban Spree. Voilà, c'était un gros truc et il y avait tous les copains qui étaient là, donc c'était vraiment chouette. Ensuite, donc toujours dans ma démarche d'envoyer des mails, j'ai mixé au Suicide Circus, qui m'a donné plusieurs fois ma chance, plusieurs fois dans le mois en fait. Donc ça m'a permis vraiment de mixer régulièrement à Berlin et de me faire la main en fait, tout simplement. Et ensuite, il y a eu de plus en plus de gros gigs qui sont arrivés, dont notamment un gig au Trésor, qui fait partie du coup encore aujourd'hui d'un de mes plus importants gigs, même dans ma carrière en fait. C'était à l'occasion des droits, La journée de la femme. De la mars. journée de la femme en mars. Ouais, ouais. Ah cool, trop bien. Voilà, donc en gros, j'ai été contactée alors que j'étais chez le coiffeur. Je m'attendais absolument pas à être contactée. Et du coup, la personne me dit, écoute, voilà, à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme, on organise une soirée au Trésor et on aimerait te booker. Donc j'ai fait wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça faisait pas non plus si longtemps que j'étais à Berlin et pour moi c'était un gros truc quoi. Et je me souviens être arrivée, je mixais, j'avais un super slot en plus, j'avais un slot de 3 à 5, genre en mode. C'est quand les gens ils arrivent là, c'est bien. Ouais, ils arrivent quand le dance floor il est packed. Ouais, et c'était un jeudi en plus, donc la première fois c'était un jeudi. Et je suis arrivée, donc j'ai dormi avant, je suis arrivée en taxi et j'ai vu la queue. Et là je me suis dit, mon Dieu, mais je vais pas pouvoir mixer, c'est trop impressionnant pour moi. Trop de pression, ouais, c'est la première fois que je mixais dans un club aussi gros en fait, tu vois, et c'était vachement bien. Enfin, c'était vachement bien. C'est super d'avoir pu mixer un événement de cette envergure parce que c'est un événement fort en fait, avec une cause forte et ouais, c'était chouette. Trop bien. Il y avait qui au line-up avec toi? C'était une. Alors, c'était du coup une soirée organisée par Female Pressure, le collectif. Ah, cool, ouais, super. Ouais, donc c'était la première personne qui a mixé. Donc, au début, c'était Caltes, donc qui m'avait invité à mixer. Ensuite, c'était Ray Casalan. Ensuite, c'était moi. Et ensuite, c'était The Lady Machine. Oh, cool. Donc, vraiment cool. Ouais. Surtout aussi quand tu vois après comment toutes ces différentes personnes ont évolué d'année en année et que tu vois qu'on se retrouve parfois aussi sur les mêmes line-up et tu vois l'évolution de chacun, de chacune. Je trouve ça chouette. C'est vachement intéressant de voir comment on a tous évolué un petit peu de façon différente, mais au final toujours dans la même, avec le même objectif. Ouais. Quel est cet objectif? Dans quelle direction tu veux aller ou vous allez en tant que
artiste? Alors, écoute, pour moi, là, les objectifs, c'est mixer le plus possible. Et là, j'ai commencé un petit peu la production pendant le Corona. On va dire que c'est un des points positifs du Corona. En tout cas, pour moi, c'est que ça m'a forcé à m'intéresser à la production musicale. D'accord. Honnêtement, je pense pas que je me serais intéressée à la production musicale s'il n'y avait pas eu le Corona. Parce que déjà, de une, je manquais de curiosité, j'étais pas intéressée. Et de deux, par rapport aussi à la complexité du logiciel, le fait de bien faire sonner les choses, ça m'a découragée en fait, tu vois. Et disons que le Corona, t'avais rien à faire à part, t'avais pas grand chose à faire, et ça m'a forcé à m'intéresser à la production musicale. J'ai acheté des cours, je me suis auto-formée, je me suis formée via des masterclass que j'ai achetés en ligne. Sans le Corona, honnêtement, je me serais pas intéressée à ça, tu vois. Super, il me semble que tu m'avais raconté que tu avais aussi pris des cours avec quelqu'un. C'était qui déjà? J'ai pris des cours avec plusieurs artistes différents depuis du coup les 2 dernières années. Ouais. Pas forcément de façon régulière, mais un mois par-ci par-là. Ça me permet d'acquérir des nouvelles techniques, d'acquérir des nouvelles méthodes de travail aussi. Et voilà, en gros. Génial. Mais c'est vrai que sans le Corona, je me serais pas intéressée à la production et que je serais peut-être pas là où j'en serais aujourd'hui. Voilà, donc quelque part, ça m'a aidé, ça m'a ouvert des portes. Ouais, d'accord, super. Et là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quels sont les prochains plans? Tes plans pour la suite? Alors, ça serait de continuer à avoir une espèce de routine avec la production, parce que le truc, c'est que un coup, je vais être très focus pendant, par exemple, 2 ou 3 mois sur ça. Et après, je vais un petit peu abandonner pendant plusieurs semaines et je vais revenir dessus. Donc là, l'idée et l'objectif 2023, c'est d'avoir un certain rythme régulier, tu sais. Parce qu'en fait, la consistance, c'est ce qui va faire en sorte que tu évolues et que tu progresses. Et j'aimerais bien miser là-dessus là, pour cette année, c'est-à-dire produire de façon plus régulière. Quels sont tes secrets pour avoir t'as 2-3 tips ou des trucs, parce qu'avoir une discipline de fer comme ça pour rester consistant à travers avec les années, les mois et les années surtout, comme de nombreux artistes? Écoute, en fait, encore une fois, depuis le Corona, depuis le Corona, je me force, j'ai tout le temps une to-do list par jour, avec des choses à faire par jour. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, aujourd'hui, je mixe 2 heures sur 3 platines. Demain, ça sera... allez, je fais 2h30 de prod et j'essaye tous les effets audio dans Ableton, tu vois. Donc, en gros, j'ai une to-do list par jour avec des objectifs. Et en fait, ces objectifs, c'est ce qui va m'aider à évoluer, en fait, tu vois. Et voilà. C'est des détails techniques que tu pousses après ou c'est plutôt des... comment tu bosses exactement? Et en fait, je me mets cette espèce de rigueur à moi-même pour avancer. Parce qu'en fait, tu sais, tu as besoin d'une discipline en fait, pour avancer. Bien sûr. C'est pas juste, tu le fais comme ça de temps en temps quand tu t'ennuies. Tu vois, il faut que tu aies une rigueur et que ça soit carré, sinon en fait, tu n'avances pas. Et du coup, j'essaye d'être encore un peu plus strict avec moi-même cette année. C'est-à-dire vraiment de suivre ce que je note à la lettre, tu vois, dans le but de progresser en fait. Est-ce que tu y arrives? Ouais, je pense, ça va. C'est efficace de ce côté-là. J'aimerais bien pousser un peu plus, mais ça va. Disons qu'en fait, il n'y a pas un jour où je fais pas quelque chose pour la musique. Soit un jour, je vais diguer, soit le lendemain, ça sera Ableton, soit le surlendemain, ça sera mixé, ou parfois c'est tout à la fois aussi. Parce que voilà, faut savoir que ça occupe quand même une bonne partie de mes journées et que j'ai aussi un autre travail à côté. Enfin, j'ai un travail à côté, donc qui me prend aussi une partie de ma journée. Et tout le reste de la journée est dédié à la musique. Mais ouais, c'est beaucoup de taf parce que au jour d'aujourd'hui, on te demande de produire, on te demande de mixer, on te demande de savoir mixer vinyle, de mixer sur 3 platines. Enfin, en fait, c'est pas qu'on te le demande, mais c'est que pour moi, la définition de si tu veux être bon, il faut savoir tout faire. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir tout faire de nos jours? Quand on voit tout ce qu'il faut faire entre les réseaux sociaux, la musique, la production, les différents genres, le développement de la scène, il y a énormément de choses. Qu'est-ce que tu entends par ça? C'est qu'il faut être présent partout en fait. C'est qu'il faut que tu mixes sur vinyle, il faut que tu mixes sur digital, il faut que tu mixes sur 3 platines, il faut que tu digues aussi parce que ça évidemment ça fait partie de
travail entre guillemets journalier quotidien, tu vois. C'est pas je vais sur Beatport, j'achète le top 100 et basta. Non, c'est pas ça diguer en fait. Du coup, c'est vrai que le fait de rechercher toujours plus les petits labels, les plus petits artistes, c'est du taf parce qu'au final, l'idée aussi d'un bon DJ, c'est aussi de mixer des tracks que les autres n'ont pas. Donc c'est aussi beaucoup de taf. L'éternelle recherche. Comment est-ce que tu gères tes réseaux sociaux? Quelle charge de travail est-ce que ça représente? Je veux dire, moi je te suis, ça fait quand même un certain moment. Je vois l'évolution aussi. Je te vois régulièrement dans mon feed et tout. En plus qu'on soit potes, il y a beaucoup. Enfin, c'est chouette de voir en fait comment ton business, ta carrière se développe et de voir aussi ces dates, la manière dont tu gères. Je trouve que ta capacité d'adaptation, elle est assez impressionnante. Quelle charge de travail est-ce que ça représente? Écoute, ça fait partie du quotidien. Je dirais pas non plus que c'est une énorme charge de travail en fait, parce que moi, ma façon de communiquer, elle est quand même relativement simple. C'est généralement l'annonce des gigs en amont. Bon, si j'ai du support pendant les gigs, des vidéos, etc., des photos, je les poste après. Mais moi, mon contenu, principalement, ça tourne autour de la musique, tu vois. Donc, ça sera principalement de l'annonce de gigs. Si j'ai des tracks qui sortent, si j'ai des nouveaux podcasts, je vais pas m'amuser à poster du contenu que j'estime pas forcément utile. Parce que c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de contenu qui est pas forcément utile. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que moi, je préfère aller droit au but et poster mes dates, mes remixes, mes releases, mes podcasts. Ouais. Et c'est tout, en fait, tu vois. Il n'y a pas besoin, en fait, d'en faire trop non plus, je pense. D'accord. Mais je comprends aussi les gens qui aiment poster aussi... leur vie, leur chat, vidéo de chat, etc. Bien sûr, je comprends. C'est pas moi, mais pourquoi pas, après tout, il n'y a pas de règle. Non, c'est ça. Ça peut être très drôle aussi. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes, beaucoup de managers, peu importe, des gens de la scène qui ont... Je pense notamment aux gars de FIAC qui ils ont aussi beaucoup eu de succès par rapport à leurs reels. Ouais, bien sûr, ouais. Leurs vidéos en train de s'amuser, etc. C'était genre méga drôle. Il y a aussi Demouya qui avec son chat, qui fait des vidéos de prod, etc. Toi, tu devrais faire un truc comme ça? Non, ça correspond pas trop à ma personnalité, en fait. Tu vois. Mais je comprends qu'on puisse le faire, mais... Non, ça me viendrait même pas l'idée, tu vois. Ok, d'accord. Donc, ouais. Après, voilà, c'est vrai que moi, bon, ça reste relativement classique, mais j'ai pas envie de perdre trop de temps avec tout ça, quoi. Okay, je préfère aller droit au but et ouais, ça fonctionne. Simplement, quoi. Ouais. Trop bien. Ouais. Tu parlais de digging avant et de petits labels, etc. Est-ce que tu as des noms que tu recommanderais? Ou des dernières découvertes ou... Est-ce qu'on ose te demander ça? Tu peux, ouais. Je peux, j'ose. Je sais pas si je vais répondre, mais tu peux. Justine, quels sont tes secrets? Alors, tes gems? Dernièrement, au cours des derniers mois, j'ai découvert des artistes absolument incroyables. Des jeunes, surtout des jeunes artistes. Ouais. Je vais te dire les noms. Il y a Justin Nell, qui est d'Afrique du Sud. Il a 16-17 ans. Ah ouais. Incroyable. Il a signé un EP sur le label de Kaiser, qui est fou. Franchement, je joue toujours ses tracks. C'est vraiment super techno. Comment il s'appelle cet EP, tu sais? Justin Nell. Et puis comme l'EP, moi, mais avec un Y, sans E. Ouais. Et Nell, Justin Nell. Ok, trop cool. Et donc lui, c'est absolument super ce qu'il fait. C'est une vraie pépite à suivre de très très près parce que voilà, le gamin, il a 16-17 ans. C'est très très prometteur pour la suite. Ouais, c'est assez ouf de se dire que des petits jeunes comme ça qui n'ont pas l'âge de sortir en teuf, après connaissant, je veux dire, on l'a tous fait, on est tous sortis en club un petit peu trop tôt. Ouais, bien sûr. Crois, on va pas se mentir. C'est sûr. C'est comme ça qu'on a commencé. Tu lui as écrit, vous connaissez? En fait, j'ai découvert cet artiste-là il y a quelques mois. Et putain, quand j'ai écouté, je me suis dit, mais c'est de la bombe. C'est de la bombe. Et en fait, un jour, on est sorti au Trésor avec Paula. J'ai entendu la track et je me suis dit, wow, c'est trop bien, ça c'est Justin Nell. Et elle me dit, il a 16 ans. Tu te fous de moi. À ce moment-là, il a 16 ans, ouais, donc c'était l'année dernière, ouais. Okay. Et je suis putain, c'est un truc de ouf. Et en fait, j'écoutais les musiques du gars sans savoir qu'il avait 16 ans. Je savais pas qui c'était, en fait, tu vois. Et j'ai fait des recherches sur lui et je me suis rendu compte qu'il était très jeune. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était de Cape Town, donc d'Afrique du Sud. Et il s'avère que quelques mois après, je me rendais à Cape Town. Génial. Pour un trip, en fait, d'une semaine et pour mixer là-bas. Et on s'est rencontrés là-bas. Ah, et cool. le mec est génial. Franchement, il est super motivé, il est à fond dans la musique. Il travaille comme un dingue, il a une rigueur, c'est carré, il a une rigueur. Et tu vois qu'il en veut, quoi. Tu vois. Donc le gars, il va rien lâcher.
Et on parle de temps en temps sur Instagram et en gros, il me disait qu'il attendait impatiemment en fait d'avoir ses 18 ans pour pouvoir faire un tour, pour venir en Europe. Ouais. Tu vois, et je lui ai dit, mais mec, dès que tu as tes 18 ans, le monde est à toi. Et je trouve ça incroyable parce qu'il est super bon. Ouais. Putain, il a 16 ans, il mixe déjà sur 3 platines, il fait des super EP. C'est une machine, quoi. Et à suivre de très très près. Ouais, très près parce que je pense que ça va être quelqu'un de gros à dans les suivre prochaines pour la suite. années. Ouais. Alors, parfois, ça peut pas réussir à tout le monde, mais à suivre de très très près. Franchement, très lourd. Où est-ce que tu sais est-ce que tu connais la manière dont lui voit les choses par rapport à ça? Tu dis qu'il se réjouit de pouvoir aller en club, d'avoir 18 ans, etc. Il a des plans d'avenir. Est-ce que vous en avez parlé? Ouais, bah écoute, là, apparemment, il prévoit de faire un tour en Europe l'année prochaine. Ouais. Et comme ça, il sera majeur et du coup, il pourra voyager un petit peu en toute autonomie, on va dire. Parce que là, en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que quand il mixait, il peut pas forcément y aller tout seul. Tu vois, il y a besoin d'une personne majeure et d'être accompagné. Donc, c'est pas le premier d'ailleurs qui est dans cette lignée-là. Il y a aussi Decoder, qui est un artiste américain, pareil. Je crois qu'il vient d'avoir 18 ans. Enfin bref, c'est des gars qui sont tout jeunes et qui ont commencé à mixer en club. Ils étaient mineurs encore, tu vois. Donc ils devaient se faire accompagner par les parents ou des adultes ou des gens plus âgés qu'eux, en fait. Et je trouve ça dingue, en fait, si jeune. Enfin, moi, ça me fascine, tu vois, d'être aussi jeune et déjà d'être aussi dans le game, en fait, aussi loin dans le game. Decoder, le mec, il a 18 ans, il a déjà signé sur le label de Jeff Mills. C'est assez ouf, ouais. Tu vois, c'est des mecs qui sont loin dans le game déjà si jeunes. Et en fait, tu te rends compte que les jeunes générations sont vachement en avance, tu vois. Mais ils ont d'autres outils aussi, il faut pas oublier. Quand je vois, tu parlais d'évolution, de tout ce qui va très très vite de nos jours, etc. Tu parlais des réseaux sociaux et compagnie. Je vois de nos jours, tu n'as même plus besoin forcément d'acheter des programmes. Bon, il y a 10 ans, on pouvait aussi craquer des programmes, etc. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas forcément les tutorials, les tutoriels en ligne, que ce soit YouTube, ou les gens qui les font payer sur Patreon et ce genre de bail. Et vraiment, tu peux littéralement tout apprendre. Tu peux apprendre des métiers concrets, que ce soit la photographie ou peu importe, en ligne, ou du moins continuer à te former. Je ne suis pas en train d'encourager ça, mais c'est juste quelque chose que j'ai remarqué. Il y a des plateformes comme Patreon ou Domestika, etc. où tu apprends plein de choses, en fait. Et alors, tu apprends, mais ça ne veut pas dire à la fin, ça ne veut pas dire forcément que tu vas être bon. Non, ça, c'est la théorie. C'est la théorie, exactement. Et tu as pas mal de gens qui ont appris, du coup, la production pendant le Corona. Parce que voilà, on n'avait pas non plus énormément de choses à faire, mais on avait aussi plein de choses à faire à la fois. Et j'ai même rencontré des gens qui ont appris la production pendant le Corona, des gens qui aimaient juste bien la musique comme ça, et ils se sont dit vas-y, on va installer le logiciel et on va produire, parce qu'en fait on n'a rien d'autre à faire. Et c'est des mecs aujourd'hui qui sortent des super tracks avec juste 2 ans. Juste 2 ans de pratique et des mecs qui n'ont même jamais mis leurs mains sur des platines, en fait, tu vois, et qui sont juste en fait producteurs, qu'ils ont appris ça pendant le Corona. Et en fait, ce qui est bien avec le Corona, c'est que le Corona a fait en sorte que de nouvelles passions naissent et que de nouveaux producteurs naissent, de nouvelles techniques naissent. Et de toute façon, tu le vois, là, depuis le Corona, tu as quand même l'arrivée de plein de newcomers et de plein de nouvelles personnes, de plein de nouveaux producteurs, de plein de nouveaux styles aussi de musique. Bien sûr, là, clairement, le style de techno aussi a évolué. Je trouve le BPM s'est accéléré, les tendances ont changé. Comment tu perçois ce changement de BPM, le fait que tout soit plus rapide, beaucoup plus dur et tout? Est-ce que ça a un impact avec le Corona? Est-ce que les gens sont en colère? Qu'est-ce qui se passe selon toi? Écoute, c'est possible que le fait qu'on nous ait tellement demandé de rester chez soi, on nous a quand même bien bridé pendant plusieurs mois. Je pense qu'il y a un moment où les gens, quelque part, il y a une espèce d'explosion intérieure et où tout devient plus rapide. Mais bon, c'est aussi un cercle, hein, c'est des phases. Il y a un moment où ça va être plus groovy, il y a des moments où ça va être plus rapide. Là, c'est vrai qu'on est dans une phase un peu plus rapide. Je pense en effet que l'histoire du Corona, ça a quand même bien secoué les gens et qu'il y a eu une espèce d'envie, une espèce d'explosion intérieure de la part de chacun et que maintenant les tendances sont à la techno un peu plus rapide. Moi, je me souviens, il y a encore 3 ans, si je jouais à 133 BPM, 135, c'était déjà rapide, tu vois. Pour moi, c'était waouh.
Alors là, maintenant, la On en a tendance, c'est 148 et 140, ça tabasse, 145. ouais, Ouais, c'est ça. encore, quoi, Ouais. tu vois, ouais, plus, ouais. Et pourquoi pas? Toujours plus vite, pourquoi pas? Mais je trouve que ça laisse moins de place à d'autres styles et à d'autres artistes qui, eux, jouent peut-être plus lentement, mais qui intéressent moins de personnes, en fait. Maintenant, t'as plus la place pour le rapide, tu Mais vois? c'est aussi un phénomène que on observe notamment avec Instagram, avec tout ce qui se passe en ligne. Je trouve méga intéressant ce que tu dis par rapport à la rapidité qui a augmenté, mais est-ce qu'elle a vraiment changé d'un point de vue cyclique maintenant est-ce que si le corona avait pas eu lieu, en fait, la musique, elle aurait de toute façon pris en BPM, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais là, si on regarde avec ce qui s'est passé, enfin, les rythmes dont tu parlais avant corona, puis là maintenant, on se rapproche gentiment de la trance, sans que ça en Mm. soit vraiment. Enfin, toute cette techno-indus, etc., qu'on aime ou pas, Ouais, c'est quand ouais. même très rapide, en plus de tout ce qui se passe. Euh, Est-ce que tu crois qu'on va peut-être retourner à un rythme beaucoup plus lent d'ici quelques années, qui est un peu tout qui se casse la gueule comme à la fin du début des années 2000, dès qu'il y avait tous ces gros labels Mm. et c'était quoi déjà? Je me souviens plus des noms exactement. Enfin, des artistes comme Sven Wetteken, tous les gars de la Schranz, que ce soit en Mm. Allemagne, les Italiens et compagnie, il y en a beaucoup. Et puis, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Enfin, cassé la gueule, on s'entend, hein. C'est une Ouais, façon de ouais. parler en disant qu'il y avait un retour à la minimale Mhm. vers 2008-2009. Et puis qu'après, on a commencé à remonter un peu dans les BPM à partir de cette période-là. Et puis après, maintenant, c'est nouveau en roue libre. Enfin, on part en roue libre, là. C'est possible. Oui, enfin après, comme tu disais précédemment, c'est cyclique. Donc il y a Ouais. moyen qu'à un moment donné, on arrive genre au pic du pic et qu'on redescende un petit peu les BPM. Mhm. Ça serait bien parce que bon, ça serait bien. Il en faut pour tous les goûts, c'est sûr. Mais c'est vrai que je trouve que là, quand même, on est vraiment dans le très très rapide, quoi. Un peu partout. Voilà, c'est ça. Voilà. Un peu Parce que partout, je ça, c'est pense. aussi un truc que nous observons un peu partout, oui et non. On parlait de la masse avant, donc ce qui est très rapide, ça fonctionne, on va dire, pour le mainstream. Je pense qu'on peut utiliser Ouais. ce mot de nos jours sans que ce soit forcément négatif, mais que le Mhm. courant principal soit vraiment cette techno qui est très rapide et très dure. Il y a beaucoup d'artistes, ça a notamment commencé à Paris avec des artistes, que ce soit Trim, les grosses soirées Warehouse et Ouais. ce genre de bail. Ouais. Et après, ça s'est un peu diversifié. Il y a un peu le phénomène, enfin, un phénomène parallèle aux SoundCloud rappers qui s'est créé avec la techno et la musique électronique, où maintenant on en est à remixer des sons de pop Ouais. et à balancer un gros kick dessus et à faire des compilations entières. Mhm. Et c'est très, ça suit le flow en fait. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que. Ouais, dis-nous. Qu'est-ce que j'en pense? C'est que il en faut pour tous les goûts, on va dire. Ouais, ok. Moi, c'est pas ma came, Mhm. clairement. Ça le sera jamais. Mais pourquoi pas, après tout, tu vois, il faut aussi être ouvert. Faut pas non plus mettre les styles dans des cases. Et je pense que, voilà, au jour d'aujourd'hui, il en faut pour tous les goûts. Mhm. La scène s'est beaucoup développée aussi. On parlait avant de tes débuts au Trésor, de ce qui se faisait avant des artistes. On avait parlé avec Paula, notamment la vibe très. Non, pas là, on parlait de Paula Koski, que nous avons accueilli au premier épisode, où on parlait d'une vibe très, très. Enfin, elle vient de Finlande, d'une vibe très Mhm. nordique, Ouais, ouais. très sombre, c'est pas le bon mot, mais plutôt froide, hypnotique, Deep, etc. hypno, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Voilà, ouais, ça c'est ouais. aussi un genre que tu as beaucoup joué. Ouais. Et en parlant de ça, j'ai entendu dire que ton set au Berghain d'il y a quelques semaines partait dans plusieurs directions différentes. Mhm. Qu'est-ce que tu as essayé de faire et quel est ton fil rouge en fait dans tes sets ou dans ton set ou comment est-ce que tu construis tout ça? Quelle est ta direction musicale en fait? Déjà, chaque set est différent par rapport à l'endroit, par rapport au nombre de personnes, par rapport au club, Mhm. par rapport à la vibe, tu vois. Donc, moi, j'aime bien commencer par des sets un peu, on va dire, hypno, deep, Mhm. puis avoir une évolution sur des rythmes un peu plus trippy, techno-mental, trucs un peu insistants. Voilà, après, j'aime bien taper un peu plus dans le dur, en mode techno-pictam, passer par des phases de groove aussi, parce que c'est important aussi de toujours maintenir un certain groove pour pas que les gens se Bien sûr. lassent sur le dance floor. Et
J'aime bien aussi partir sur des rythmes un peu plus trans, légers, tu sais, des trucs un peu plus floating. Ça, c'est généralement en fin de set. Mais c'est vrai que le schéma est à peu près toujours pareil, on va dire. C'est-à-dire que je commence par des rythmes qui sont assez hypnotiques et deep, chaleureux, pour partir vers des rythmes un peu plus mental, comme je te disais, trippy, et puis peak time, où ça galope un peu plus. Mais ouais, c'est important aussi de donner du relief dans un set et pas juste faire. En fait, à la base, je jouais que de la deep, hypno, et j'étais vraiment à fond dedans. Et jusqu'à un moment où en fait, ça m'a ennuyé parce que c'était tout le temps un peu le même style. Et tu vois, quand tu joues de la deep, tu peux pas passer à un morceau, par exemple, un morceau de 2 BM en plein set parce que ça marche pas. C'est pas possible, personne fait ça. Mais du coup, j'ai évolué en fait dans mon style techno et je suis passée sur une techno un peu plus peak time, donc un peu plus rapide, où là en fait ça me permet d'avoir plus de possibilités. C'est-à-dire que si j'ai envie de jouer un morceau, oui, même acide, en plein milieu, je peux. Par contre, avec la deep, tu peux pas trop changer de style en cours de route, tu vois, parce que c'est un voyage continu. Et c'est aussi pour ça que j'ai évolué dans mon style techno, c'est qu'en fait, il y a un moment où je m'ennuyais, en fait, tu vois. Je comprends. Et moi, j'aime bien toucher à tout, tous les boutons, faire des boucles, tu vois, faire 3 platines, tu vois, vraiment faire en sorte que les tracks se répondent les unes avec les autres. Et je trouve que quand tu joues de l'hypno, c'est difficile de faire avec 3 pistes, en fait, tu vois. J'entends, ok. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que j'ai changé un petit peu de style. En fait, naturellement, quoi. J'ai changé de style, pendant le Corona et après. Parce qu'en fait, voilà, ça m'ennuyait. J'aime toujours écouter ce style de musique, mais je veux plus en jouer, en fait, tout simplement. J'entends beaucoup de régularité en fait dans ce que tu dis par rapport à ce que tu mixais avant. Donc tu parlais avant des sons deep, etc. et que c'était comme une longue musique continue. Ouais. Et là maintenant j'entends beaucoup plus de différences, de phases, d'expérimentation, on peut dire ça. Ouais, j'aime bien en fait donner un peu de relief aussi, tu sais, et pousser un petit peu les gens, tu vois, dans le retranchement, balancer des sons qui peuvent être un peu même limite malsains, tu sais, Ouais. techno un peu qui te torture l'esprit, trucs un peu trippy. Et ça, c'est des phases que j'aime bien expérimenter avec les gens. Donc soit ça passe, soit ça casse. Bon, jusque-là, ça va. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus, par exemple, là, je pense au set du Bergen, t'as 4 heures, donc t'as vraiment le temps en fait, de créer une évolution, de passer par différents plateaux, passer par des phases d'expérimentation, passer par des phases plus rapides, par des phases plus de groove. Et déjà, d'ailleurs, ce genre de slot de 4 heures, c'est fantastique. Pour moi, c'est le meilleur ratio d'heures, en fait, si tu veux, la meilleure durée. Après, ça devient un peu beaucoup pour moi. Moins, c'est cool, mais voilà. 1 heure et demie de set, alors là je t'en parle même pas, t'es carrément dans le rush, c'est chiant. Mais 4 heures c'est chouette parce que ça te permet vraiment d'explorer différentes phases en fait, tout simplement. Bon, ça c'est un luxe qu'on a à Berlin. Il y a d'autres pays, enfin notamment la plupart des pays européens où les clubs ferment beaucoup plus tôt. Ici c'est un peu un zoo. Enfin ça, voilà, beaucoup de clubs, que ce soit le Berghain qui ferme le lundi matin ou après-midi dans les meilleurs cas. Enfin il y a quand même, il y a quoi, il y a 16 DJ par week-end, ce genre de bail. 4 heures de set, franchement, par personne, c'est cool. T'as vraiment le temps, puis t'as le temps de te sentir à l'aise, tu vois. T'as le temps de chasser les gens plusieurs fois du dance floor et de les ramener. Ouais, voilà, c'est ça, de les envoyer au bar, aux toilettes, les ramener. Et en fait, je trouve ça bien parce que des fois, quand t'es booké super loin, que tu prends un avion et que t'arrives et que tu mixes 1 heure et demie, bah, en fait, tu te sens bien à partir de 45 minutes et tu regardes ta montre et il te reste il te reste, tu vois, 45 minutes ou une demi-heure. Et puis en fait, t'as pas le temps vraiment de créer ton propre voyage, quoi, tu vois. Des fois, t'arrives en peak time, boum, tu dois tabasser direct, c'est chiant, en fait. 1 heure et demie de set, je trouve pas ça forcément très, très intéressant. Du coup, avec le niveau que ça a pris ces dernières années, t'as des slots qui sont quand même en milieu de soirée. Tu parlais des morceaux de peak time avant. C'est vrai que t'arrives en club après, puis t'es directement en pleine tempête. Et puis j'imagine que c'est quand même une sacrée aventure d'être lancé un peu là-dedans, quoi. Ouais, franchement, c'est clair. Après, le tout, pour moi, c'est d'être bien préparé, tu vois. Que tu mixes, 1 heure et demie ou 4 heures ou 5 heures. Le tout, c'est quand même d'avoir une bonne organisation dans tes playlists pour savoir un petit peu dans quelle direction tu vas. Parce que, en fait, tu peux vite te sentir tu vois, genre dépassé, en fait, par les événements. T'arrives, il y a plein de gens, la fête bat son plein, tu sais là, putain, tu sais pas à quoi passer. Et moi, ce que je fais, en gros,
Bon, je pense que c'est aussi le cas pour plein d'artistes. Je pense qu'on a tous, chacun, au final, nos petites méthodes. Mais par exemple, moi, c'est vraiment de classer mes playlists par style. Donc, par exemple, si tu veux, je sais exactement par quels sons je vais commencer. Les 5 premiers sons, par exemple, temps de me mettre dedans, de faire mes petits réglages, tout ça. Et ensuite, j'ai mes playlists par mood. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que j'ai groove, j'en ai, par exemple, j'ai 6 tracks dans la playlist groove et je sais qu'elles vont marcher ensemble. J'ai une playlist techno-mentale, c'est un peu plus des rythmes un peu plus torturés. Pareil, je sais que les tracks vont marcher ensemble. Tu n'es pas obligé d'en mettre 50, tu peux en mettre juste 8 ou 10, tu vois, mais je sais que c'est celle-ci que je vais les jouer. Avant, j'aimais bien avoir le choix et je mettais tout le temps trop de sons en fait dans mes playlists. Et au final, je finissais par me perdre et je me rendais compte aussi parfois que ça fonctionnait pas. Les tracks ne fonctionnaient pas entre elles et qu'il y avait des conflits de tonalité, que c'était pas terrible. Et maintenant, j'ai appris vraiment je me suis instauré une rigueur au niveau de mes playlists où j'ai moins de tracks dans mes playlists. Je sais qu'elles fonctionnent entre elles. Et puis, c'est par mood, tu vois. Là, je me dis, voilà, j'ai envie de faire planer les gens. Je passe dans la catégorie planante. Là, j'ai des sons qui marchent bien entre eux, donc c'est cool. Tu peux passer 3 tracks en même temps. Tu sais que les trois tracks en même temps, tu sais ce qu'elles vont passer. Et voilà, j'ai différentes moods. J'ai des playlists torture, apocalypse. En fait, c'est des moods, en fait. Tu vois, on parle de techno là ou on est en métal? Et ouais, je pense que, tout ça pour dire qu'en gros, je pense que c'est important d'avoir des playlists, d'avoir une bonne organisation pour savoir dans quelle direction tu vas. D'accord. Surtout pour les longs sets, parce que tu peux vite te sentir dépassé et genre, oh putain, qu'est-ce que je passe? Tu sais plus quoi passer, et là t'es en panique, tu vois. Donc voilà, ça c'est. Mais bon, c'est mon organisation, chacun a ça. Ouais, ça peut être super intéressant d'entendre aussi ce que d'autres artistes disent. On va peut-être regarder avec d'autres artistes dans le futur pour leur poser cette question. T'as pas mal d'artistes qui font aussi qui mixent par clé, par rapport aux clés des tracks. T'en as qui préparent carrément du track par track, pourquoi pas. Donc voilà, je pense qu'on a chacun nos petites méthodes. Mais là, en tout cas, celle-ci, c'est la mienne. Par playlist, par mood, par catégorie, on va dire. Ouais. Voilà. Combien de sons tu passes pour un set de 2 heures ou de 2h30, par exemple, en moyenne, tu sais? En général, je fais du 22 tracks par heure. Ok. Ouais, c'est cool, ça te fait quand même une jolie... Ouais. T'as de quoi t'éclater. Franchement, ça va, ouais, c'est cool. C'est un bon ratio, on va dire. Ce que j'aime bien, il y a certaines tracks, j'aime bien les laisser vivre toutes seules, parce qu'en fait, il y a assez d'éléments pour que la track puisse vivre seule. Par contre, il y a d'autres tracks, tu as un besoin en fait de les combler avec d'autres tracks, tu vois. Sûr, ouais. Donc de les combiner avec une autre ou avec 2 autres parfois. Mais tu as des tracks qui sont tellement riches que tu peux pas les... Enfin, c'est compliqué de les mixer, de les mixer en même temps avec une autre track, tu vois. Donc c'est bien de la laisser vivre un peu toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà. T'as un exemple concret? Non, mais par exemple, tu as des tracks où tu as plein de percs, plein de choses qui se passent. C'est compliqué de la mixer tout de suite avec une autre track, tu vois. Donc tu la laisses vivre toute seule et tu fais ta transi où est-ce qu'il y a un moment un peu plus calme. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tracks qui sont tellement riches que si tu la mixes avec une autre track qui est aussi riche, ça peut créer un gros bordel et en fait, ça sonne pas bien, quoi. Ouais, ça fait un peu trop. Ouais. Mais bon, c'est vrai que le mix, c'est mixer des choses ensemble. Donc l'idée, c'est quand même de mixer les tracks entre elles, tu vois. Et généralement, c'est vrai que je les mixe très vite entre elles quand même, moi. Parce que j'aime pas trop quand la track joue toute seule. Mais pourquoi pas, après, il n'y a pas de règle, de toute façon. Et comment est-ce que tu fais pour savoir qu'est-ce que tu joues à quel moment? C'est une question de mood. Tu sais, tu passes une track et tu as un fil conducteur. Et c'est à toi aussi de savoir comment tu veux manier ton dance floor, tu vois. Si tu veux instaurer une vibe qui est un peu plus groovy, dans ce cas-là, perso, moi, je vais dans ma playlist groovy. Si, par exemple, je me dis, en fait, là, c'est la bonne heure, tout le monde est bien dedans, si tu vois ce que je veux dire, j'ai envie de les faire planer à gogo, c'est toi, en fait, qui va faire en sorte... C'est toi qui détermine le dance floor, en fait, comment il est. Donc là, ok, je vais dans ma playlist et je vais les faire planer pendant 15-20 minutes. Le tout, pour moi, c'est d'avoir des variations et du relief dans ton set, parce que sinon, tu peux vite t'ennuyer. Même toi, en tant que DJ, mais aussi les gens, en fait. Les gens, il faut les faire voyager, il faut les faire bouger et il faut faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas, nous aussi, tu vois, parce que c'est pas le tout. Ah ouais, je suis en club, je m'amuse. Non, les gens, ils viennent écouter la musique, quoi. Donc, faut faire vivre le truc. Toi qui voyages beaucoup, comment est-ce que tu perçois les différentes, on peut dire ça, cultures
du monde de la nuit. Il y a différents. On entend par exemple en Amérique du Sud que les gens là-bas ils sont très 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 chauds. J'imagine qu'en France, ils sont différents de ceux à Berlin. Berlin, c'est très multiculturel. Qu'est-ce qu'il faut, enfin, comment, ouais, raconte-nous. Écoute, récemment, je suis partie en Inde et c'est absolument incroyable parce que c'est une nouvelle scène un peu là-bas. C'est une scène grandissante. Bon, ils écoutent de la techno depuis un moment, mais c'est quand même un nouveau pays un pays où ils écoutent de la techno depuis pas si longtemps que ça. La scène émerge, tu veux dire. Voilà, Ok, ouais. ok, ok. Et en fait, ils sont à fond dedans. Ils te supportent beaucoup, tu vois. Ils te suivent sur les réseaux sociaux, ils repostent tes sets tout le temps, ils postent en story. C'est vraiment des gens qui te supportent énormément. Et ils sont fous de techno là-bas. Ils peuvent rester dans un club et danser pendant des heures sans forcément prendre des trucs ou boire comme des dingues, tu vois. Et c'est ça qui m'a surpris quand j'y suis allée, c'est qu'ils sont très très passionnés. Okay. Et en fait, c'est pas saturé. Et ils sont plus... comment dire ils sont moins exigeants que par exemple en Europe, tu vois. Parce que c'est tellement une nouvelle scène là-bas. En fait, je pense qu'ils apprécient plus aussi qu'en Europe. Parce qu'en Europe, c'est over-saturé, tu vois. Donc... voilà. Bon, les gars, c'est en Inde que ça se passe. Hein. On n'a rien à faire ici. Non, mais c'est vrai, généralement, les scènes émergentes comme ça, c'est vachement intéressant parce que c'est pas saturé, quoi. Ouais. Ils kiffent ce que tu leur donnes, en fait, tu vois. Ici, les gens, ils sont là, ouais, ok, comment elle a fait sa transition ceci. Je trouve qu'ici, on est un peu plus dans le jugement aussi, quelque part. Et que là-bas, en fait, non, ils sont juste là pour kiffer, et voilà, quoi. Tu parlais des newcomers, notamment beaucoup de femmes. Est-ce que tu parlais avant de tes collègues, notamment avec le collectif Female Pressure. Est-ce qu'elles ont continué? Comment est-ce qu'elles se sont développées? Est-ce que tu t'es fait des potes? Raconte, quel est ton entourage maintenant? Est-ce que tu as encore beaucoup d'artistes avec qui tu traînes, avec qui tu évolues aussi musicalement parlant? Comment ça se passe de ton côté? Ouais, j'ai pas mal d'artistes avec qui je suis en contact, du coup des artistes qui sont devenus aussi des amis, du coup qui ont bien évolué aussi depuis le Corona, certaines personnes qui jouent du coup qui ont rejoint des grosses agences, d'autres qui jouent aussi dans des gros clubs, d'autres qui ont release sur des très gros labels, sur des gros labels, des labels, et du coup, ça fait plaisir aussi de voir qu'il y ait autant de femmes au jour d'aujourd'hui sur le devant de la scène. Ça bien aussi que les gros clubs ont donné la chance à des artistes plus petits, plus émergents, des newcomers du coup aussi. Je pense notamment au Berghain, par exemple, qui a donné sa chance à plein de newcomers ou plein de jeunes artistes ou des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu depuis 15 ans. Et du coup, je trouve ça vachement bien parce que ça donne un vent d'air frais et ça permet d'avoir une nouvelle vibe. Et voilà, tout simplement. Je trouve que surtout, ils ont donné beaucoup de chance à des femmes aussi. Et c'est important aussi de nos jours. On a beaucoup parlé de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, de ce que tu as fait et quels sont tes plans pour le reste de l'année et pour la suite? Alors, déjà, j'aimerais bien faire un EP. Donc, je vais bosser à fond pour... Parce que là, j'ai sorti des tracks et des remixes au cours des derniers mois, mais là, l'idée, c'est vraiment de bosser à fond pour un EP maintenant. Donc, j'espère que ça pourra voir le jour, ou du moins, je vais tout faire pour. Donc voilà, l'objectif, ça sera de faire un EP. J'ai des bookings très cool aussi qui arrivent, dont notamment un booking au Fusion Festival. Oh. Et ça, c'est vraiment chouette parce que je m'y attendais pas du tout. C'est légendaire comme festival, ça. Objectif, très Super. bel objectif. Félicitations. Merci, c'est gentil. J'ai quelques autres festivals cet été qui vont être cool aussi en France et en Allemagne. Donc ça aussi, pareil, j'ai hâte. Je refais une tournée aussi en Inde vers novembre. Super. Parce que l'année dernière, c'était absolument dingue. Et comme je te disais, le public est dingue. Et j'ai vraiment eu une bonne relation avec le public. Je pense que je les ai beaucoup appréciés et ils m'ont apprécié aussi. Du coup, le promoteur a dit « mais tu reviens l'année prochaine en Inde, 15 jours ». Donc ça, c'est chouette. C'était où ? Alors je suis partie à Goa, donc j'ai mixé à Goa dans un festival dans le Rajasthan, qui est une région en Inde, et j'ai eu un gig à Delhi aussi. Donc super. Là l'idée c'est que je revienne du coup en fin d'année, je reste plus longtemps pour plus de gigs. Génial, ouais. Voilà, donc et puis ouais, bosser un EP et continuer les streams et beaucoup de Berghain j'espère. Finger crossed comme on dit.
Et ouais, c'est vrai qu'une fois que tu as commencé à mixer là-bas, tu attends juste une chose, c'est la prochaine fois. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui te dit, ok, je dois y retourner? Bah déjà, les conditions, elles sont tellement bien. Tu vois, je comprends que tu as des mecs comme Freddy Kay, comme DVS1 qui mixent parfois 10-12 heures à l'époque. Parce qu'en fait, les conditions sont tellement bien que tu peux y mixer pendant des heures et des heures, tu vois. Enfin, je me souviens, la première fois que j'ai mixé là-bas, à un moment, j'ai regardé l'heure, il me restait 1h45 de mix. C'est-à-dire que j'ai pas regardé l'heure pendant tout le temps d'avant. 2h15. Ouais, donc bien, tu vois. Généralement, j'aime bien regarder un petit peu pour l'intensité de mon set. Bien sûr. Et là, oui, il me restait genre 1h30, 1h45. Et je dis, oh putain, ça passe vite, quoi. Et je comprends maintenant pourquoi tu peux mixer là-bas longtemps, parce qu'en fait, les conditions sont trop bien. Le public est dingue, le boost est bien, les platines marchent bien, t'es pas en galère, t'entends bien, t'entends ce que tu fais, tu sens ce que tu fais. En fait, au début, la première fois, t'es stressé, mais après 3 tracks, T'es dans le bain. c'est comme si t'étais dans ta chambre, en fait. C'est même encore mieux. C'est une grosse chambre, Donc, quand même. ouais, c'est une grosse chambre. Une grosse chambre avec beaucoup de gens. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'était un objectif auquel... C'était même pas un objectif, parce qu'en fait, je pensais même pas que ça allait arriver. Mais une fois que ça arrive, t'as envie d'y revenir aussi souvent que possible. Super. Quelles verra. sont tes prochaines dates? Alors là, les prochaines dates, je vais mixer au Calt. Je suis résidente de ce club, c'est un club à Strasbourg. Donc je vais y mixer... Du coup, j'y mixe assez régulièrement, mais là, j'y mixe bientôt. J'ai un festival, du coup, j'ai le Fusion aussi cet été. J'ai un autre festival qui s'appelle Stone Techno Festival, où je ferai un B2B avec Léa Oki. Il est où, ça C'est à Essen. Ok, d'accord. Ouais. Oui, donc au centre de l'Allemagne. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai une date en Suisse aussi, du coup, avec ma girlfriend, Paola Koski. Trop bien. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des highlights à venir. Et voilà, du coup, nouveau pays, nouveau crew. C'est ta première fois là-bas? Ouais, c'est la première fois en Suisse, ouais. Super. Donc c'est chouette. Ça va y aller à coups de raclette et de fondue et de chocolat. Ça promet. Ensemble, Voilà. tu mélanges? Pas ensemble. Plutôt raclette ou fondue? Raclette. Raclette? Ouais. T'es sûr? Mm. Bon, ben, on va demander aux Suisses de te faire goûter ça. Eh ben merci, avec Voilà. plaisir. Justine, merci infiniment d'être venue. C'était un Merci. plaisir de t'avoir ici. Et pour moi aussi, c'était super. Merci beaucoup. Tu prends bien soin de toi. Merci. Tout se passera bien pour Merci. la suite. Tout Bonne bon. continuation. Merci. À bientôt. Salut.